Nous sommes une société qui fait des semi-conducteurs, qui est au début de la pyramide de l'industrie. Ça veut dire nous, on met à disposition des composants qui sont actifs pour différentes applications, notamment pour la mobilité électrique, notamment l'électronique de puissance, quelques différents composants qui sont souvent développés depuis quelques années. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais qui a été lancé déjà il y a très longtemps dans des différents projets, soit collaboratifs, soit autofinancés. Aujourd'hui, on va parler de carbure de silicium et de nitrure de gallium, sont deux composants dits white band cap qui vont permettre à fabriquer des organes pour la voiture électrique et pour la charge externe avec des performances qui sont en rupture avec l'ancienne technologie du silicium. On a proposé de travailler en particulier sur le projet GaN, donc nitrure de gallium, mais on va aussi, ce qui est aujourd'hui pas encore complètement mature, donc c'est quelque chose où on a demandé aussi un support par l'État pour faire des développements de la technologie, mais nous, on ne va pas, disons, faire un développement où on cherche forcément des gens qui nous apportent quelque chose pour qu'on puisse réaliser la technologie, mais on a plutôt besoin de gens qui travaillent avec nous après pour utiliser ces composants, pour faire aussi le packaging, pour faire aussi des analyses de validité, de fiabilité, etc. Frédéric et Philippe vont en parler tout à l'heure. Et comme cette technologie n'est pas encore complètement mature, pour que j'en puisse commencer, on va aussi parler de la carbure de silicium, qui est une technologie qui est aujourd'hui déjà utilisée dans différentes applications, dans la voiture électrique aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ces deux technologies. Et donc, je passe la parole à Frédéric pour lui laisser expliquer un peu ce qu'il va faire d'abord pour le GaN. Tout à fait. Merci beaucoup, Yoren, pour cette introduction et merci aussi à Geoffroy. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc Frédéric Dupont, donc je vais vous présenter le projet G-Mobility, vous parler un petit peu du GaN et du SiC, et juste quelques mots sur les partenaires. Donc c'est un projet qui est porté par ST, avec donc Hexagon et CEA. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hexagon, en fait, Hexagon est un essaimage du CEA qui a été fait il y a 6 ans, et donc pour développer des transistors de puissance en GaN, avec justement une vision initiale qui était la technologie GaN en France et la filière automobile. Voilà. Et donc la société, depuis le mois d'avril, est adossée et fait partie maintenant de ST. Donc on a vraiment une synergie et consolider tous les efforts GaN en France pour aller chercher une compétitivité de la filière et l'offre la plus large possible au niveau produits et technologies. Voilà. Peut-être pour démarrer le sujet à propos du GaN et du SiC, donc vous parlez des wide band gap, ce sont les semi-conducteurs à grand gap en électrode de puissance. Alors souvent on parle de GaN ou SiC, est-ce que c'est GaN ou SiC? En fait c'est GaN et SiC. Je pense que c'est un point qui est important dans la mesure où chaque matériau a des propriétés spécifiques. Ils ont un point commun, c'est des matériaux à grand gap, donc ils sont extrêmement performants au niveau de la tenue de la puissance. Ils vont permettre d'aller chercher des performances supérieures à ce qui est fait aujourd'hui en silicium. Ils ont des points forts. Donc, typiquement, le GaN, c'est un matériau qui est extrêmement rapide, avec une grande mobilité, ce qui va permettre de monter très très haut en fréquence. C'est aussi pour ça que c'est un matériau qui est utilisé dans le domaine de l'ARF et des télécoms pour de la 5G. Le SiC, un matériau à grand gap qui a des gros avantages au niveau thermique, notamment, puisqu'il y a une très très bonne conductivité thermique. Donc pour des applications de forte puissance, c'est un gros plus. Et en tout cas, dans les deux cas, et c'est là qu'il y a une grosse synergie, ces matériaux vont permettre d'aller augmenter la densité de puissance de conversion, AC/DC. Donc on va faire des chargeurs, des convertisseurs qui vont être beaucoup plus petits, plus efficaces avec ces produits. Pardon. J'ai un petit peu d'écho. Donc, quelqu'un qui doit avoir un micro qui est encore ouvert. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphe, en fait, il y a 3 grands segments applicatifs
l'IT, tout ce qui est consumer, l'automobile et l'industriel. Alors, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la partie du milieu qui est l'automobile. Dans la mesure où on va viser un certain nombre d'applications, donc de quelques dizaines de kilowatts à potentiellement quelques centaines de kilowatts. Et vous voyez la partie bleue à gauche qui est un peu le domaine de prédilection du GaN, notamment pour du consumer, du fait des contraintes économiques et aussi de la compatibilité du GaN avec les technologies de silicium. Donc le GaN commence à démarrer sur le marché sur ce type d'application. Le SiC démarre sur l'automobile. Le SiC est très adapté à des applications de très forte puissance. Et on voit qu'il y a un overlap sur l'automobile, mais qui est très positif, en fait, puisqu'on va vraiment aller chercher le meilleur de chacune des technologies en fonction des contraintes de l'application, mais aussi des contraintes qui peuvent être liées aux différentes topologies ou aux différents clients. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis dans le cadre donc, du webinaire d'aujourd'hui de vous parler de G-Mobility, donc des produits qu'on va développer en GaN, qui font partie de la roadmap, mais aussi du SiC et de l'offre actuelle de ST sur le SiC avec des produits qualifiés qui permettent de démarrer toute cette innovation au niveau des convertisseurs. Donc le GaN, les trois grands drivers au niveau de la proposition de valeur, c'est l'efficacité énergétique, faire des convertisseurs qui vont être plus efficaces, aller réduire d'un facteur 2 environ les pertes donc, de conversion. La densité de power, bien évidemment, donc plus petit, réduction du poids, mais aussi donc, des contraintes et des points qui sont à adresser notamment au niveau de la thermique. Et enfin, c'est toute l'innovation qu'on va pouvoir amener au niveau des topologies, de la manière dont dans la conception donc des convertisseurs de demain pour les rendre plus petits, plus efficaces et aussi moins consommateurs de matières, de métaux, etc. Alors, petite parenthèse sur le GaN, titre de gallium. Vous dire, c'est un matériau qui est extrêmement différent que le silicium. C'est un matériau hexagonal et donc cubique comme le silicium, qui en fait a des propriétés du fait très différentes. C'est un matériau qui est très robuste intrinsèquement, qui est inerte, très propre. Par contre, tous les modes, je dirais, toute la physique du matériau, les modes de dégradation, etc., sont des choses qui sont à comprendre, à développer et aussi à démontrer, qui est un matériau qui est déjà établi donc depuis très longtemps dans le domaine des LED. C'est aussi le matériau qui émet la lumière, donc il y a quand même presque une vingtaine d'années déjà d'expertise. Et maintenant, donc ce matériau, on l'utilise pour l'électronique de puissance, donc avec un transistor qui est un EMT, comme vous voyez en bas à gauche de l'écran. Donc il y a un transistor qui est latéral, voilà, donc avec tous les avantages que ça peut avoir en termes d'intégration et des propriétés qui sont très spécifiques au GaN du fait d'un gaz d'électrons qui apporte justement cette grande mobilité. Voilà, donc le SiC et le GaN sont vraiment les deux matériaux du futur et de rupture au niveau de l'électronique de puissance. Alors, dans la présentation de Vitesco, on a parlé un petit peu de la fréquence et clairement, ce que le SiC et le GaN apportent, c'est une extension de la roadmap de fréquence des convertisseurs pour aller viser des applications qui vont être entre la centaine de kilohertz, voire le mégahertz, voire plusieurs mégahertz pour le GaN. Le GaN étant plutôt pressenti, je dirais, sur des niveaux de puissance de 1 jusqu'à une dizaine de kilowatts. Donc après, ça appellera de la parallélisation. Alors qu'intrinsèquement, le SiC et le carbure de silicium est capable d'aller beaucoup plus haut en puissance. Donc, vous voyez, dans l'offre d'ST qu'on est en train de développer, on souhaite couvrir l'ensemble des technologies, GaN et SiC, l'ensemble des produits pour être sûr d'apporter la meilleure solution, donc efficacité, système, topologie, mais aussi au niveau du coût. Alors, un exemple d'application du GaN dans l'automobile, c'est bien évidemment les chargeurs, on-board chargers. Donc, on parlera du lien avec d'autres projets donc de la PFA. Le chargeur embarqué, où vous voyez qu'en fait, on s'appuie sur les performances intrinsèques du GaN, le RDS x QG, qui vont permettre de réduire en fait les pertes de conduction.
et aussi au niveau des capacitances, des capacités parasiques qui permettent de réduire toutes les pertes de commutation. Donc vous voyez en bas à droite, en fait, quand on va commuter un transistor on-off, en fait, toute la partie un petit peu de transition qui est importante dans le cas des composants silicium, elle va être beaucoup plus petite dans le cas du GaN EMT. Avec une particularité, c'est que le GaN EMT, c'est un transistor extrêmement performant, extrêmement rapide, donc qui va commuter très rapidement de manière très très efficace. Par contre, qui va appeler à vraiment une intégration adaptée, un contrôle adapté au niveau de l'applicatif. Voilà. Alors, juste pour donner un petit peu de perspective sur le GaN et donc sur ce que ST Hexagon sont en train de faire, on est en train de développer donc des familles de produits. Alors pourquoi des familles de produits? Parce qu'il n'y a pas qu'une technologie GaN sur le marché, il y a différentes variantes. Technologies mixtes, des technologies de type PGAN, voire GIT, etc. Et avec ST, on essaie d'avoir l'offre la plus globale en s'appuyant vraiment sur les forces et les différenciations de chacune des technologies. Donc ça va se traduire par quoi? Par en fait 3 grandes familles de produits qu'on a déjà pré-identifiées. Une famille GFET, donc qui est un petit peu dans la continuité donc, de ce qui a été développé par Hexagon, qui va viser la robustesse du GaN au travers de structures cascode et une compatibilité avec les drivers silicium, donc des composants qui existent et qui sont déjà utilisés par les clients. Une famille GM qui est en développement, donc qui va viser vraiment une performance très très avancée au niveau du QRR, avec 0 QRR, et aussi une capacité à monter très très haut en fréquence pour les applications de puissance. Et on est aussi en train de travailler sur des solutions intégrées où en fait le GaN ne sera pas un transistor seul, mais un transistor avec un driver intégré dans un même boîtier. Donc là, on couple les technologies silicium et les technologies GaN pour aller chercher donc de l'intelligence embarquée avec le transistor, de la détection et de la protection, et aussi et surtout une grande facilité d'utilisation au niveau des clients. Donc ça, c'est la vision de là où on veut aller. Alors tout ça va appeler bien sûr du développement technologique, produit, des premiers démonstrateurs. Et ce qui nous amène donc au projet G-Mobility. Alors l'objectif de G-Mobility, c'est de mettre en place une filière industrielle GaN en France. Oui, le rapprochement d'ST et Hexagon allait dans cette direction. Et maintenant, on veut vraiment mettre en place les nouvelles générations donc, de composants GaN, la technologie, l'outil industriel adapté aux exigences de l'automobile. Donc ça passe en fait par 3 volets dont on va discuter derrière. Un volet technologique fort sur le GaN, mettre en place la technologie. Un volet sur tout ce qui est lié à toutes les méthodes de test et l'optimisation de ces méthodes alors, par rapport au GaN, avec beaucoup de savoir-faire et d'expertise à développer en France au niveau des partenaires, tout en travaillant bien sûr au niveau global et mondial au travers des différentes communautés dans lesquelles nous participons. Et enfin, le dernier point qui va vraiment ouvrir aussi la roadmap donc, de l'électronique de puissance en France pour l'auto, c'est tout ce qui va être lié aux technologies d'assemblage. Dans la mesure où le point de départ du GaN, je dirais, c'est de repartir de ce qui existe aujourd'hui au niveau des boîtiers, des technologies d'assemblage, et voire même d'ailleurs de tests au niveau du silicium. Mais on se rend compte que pour pouvoir tirer tous les bénéfices de montée en fréquence qui sont disponibles au niveau du GaN, on doit aussi élargir un petit peu cette vision sur le packaging pour développer par la suite des modes d'intégration qui apporteront une meilleure performance et aussi une réduction des coûts au niveau des systèmes. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire au niveau de G-Mobility. Donc dans le cadre de ce projet, bien évidemment, donc nous allons sortir des démonstrateurs GaN pour les projets partenaires, mais aussi pour des projets. Donc et j'espère vraiment que de ces webinaires, on va sortir un grand nombre de sujets d'intérêt, notamment au niveau applicatif, donc qui seront des projets qui permettront d'aller tester du GaN dans des nouveaux modes d'utilisation, etc. Ce qui est vraiment important dans le cas d'une rupture technologique comme le GaN, c'est que, alors, rupture, donc c'est un petit peu abrupt comme mot, mais c'est une réalité, hein, parce qu'on peut faire un x10, même x100 en fréquence, donc faire extrêmement différent par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Par contre, au vu des marchés qu'on vise, c'est très très important d'avoir la bonne technologie, les bons produits,
et aussi d'avoir testé les produits dans un maximum d'applications. C'est en faisant ça qu'on va apprendre, qu'on va pouvoir développer les produits les plus robustes, mais aussi qu'on va pouvoir, et grâce à un travail très très ouvert que je pense on aura dans le cadre de la filière française, en fait, on va pouvoir apprendre ensemble pour optimiser vraiment le développement des applications avec le composant GAN. Alors, la logique quand même du projet G-Mobility et cycle de développement, c'est de partir de l'applicatif. On voit vraiment que l'application définit les spécifications. Donc, on a mis deux exemples donc, dans cette courbe en V de projets qu'on va supporter bien évidemment, qui sont projets de Renault sur le One-Box et de Vitesco sur les chargeurs, qui apportent donc un certain champ de contraintes sur les composants GAN, ce qu'on aimerait avoir dans le composant, d'accord. Un champ de contraintes aussi au niveau du packaging, de l'assemblage. Ce sont des données d'entrée, avec notamment des gens comme Meredith, qui ont des compétences. Allô? Oui. Et donc, toutes ces données sont les données d'entrée donc du développement des composants. Donc, on va développer la technologie, sortir des démonstrateurs adaptés, tester au niveau électrique ces démonstrateurs. Donc là, c'est le début de remonter la courbe en V. Valider l'intégration dans le packaging et ensuite aller valider l'applicatif. Tout d'abord, je dirais dans des premières étages de validation du GAN en application pour monter en puissance et aussi tester le profil de mission que l'on va appliquer sur le composant pour s'assurer de la bonne tension, la bonne tenue du composant au niveau applicatif. Alors, G-Mobility se découpe en fait en 3 lots principaux. Un premier lot qui est lié à la technologie GAN et vraiment faire évoluer la technologie GAN vers l'automobile. Donc, les composants que l'on vise sont des composants 650 volts. Nous allons travailler aussi sur la roadmap de tension, avec des premiers démonstrateurs 900 volts sur lesquels nous allons travailler et qui seront aussi là pour nous permettre de travailler sur la robustesse intrinsèque de la technologie. Donc là, la technologie, c'est la technologie semi-conducteur. Je pense qu'il y a un micro qui doit être ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros. Voilà, merci beaucoup. Alors, la technologie semi-conducteur, on va trouver donc des briques technologiques, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui faites au CEA, dans la mesure où c'est notre infrastructure première de développement technologique. Il y a aussi tout un volet quand même de tests et de caractérisation, de métrologie, de caractérisation du matériau GAN qui est important à développer. Le GAN est déposé par épitaxie, donc sur des plaquettes de silicium, et on est vraiment toujours à l'écoute et très ouvert à toute nouvelle méthode, je dirais, de dépôt, de caractérisation, de métrologie, qui permettront de mieux comprendre le matériau et je dirais ce qu'on va vraiment embarquer dans les composants, mais aussi de mieux caractériser par la suite les matériaux dans les procédés de fabrication. Donc là, il y a clairement un appel à partenariat et d'ouverture sur ce volet-là pour enrichir quelque part ce qui est déjà fait aujourd'hui. Le deuxième volet est lié au test du GAN et à établir la fiabilité selon le standard automobile. Donc pour cela, il y a deux volets. Le premier, c'est le test qu'on fait. Un micro qui est revenu, excusez-moi. Test qu'on fait du statique et dynamique au niveau des composants, donc avec des méthodes éprouvées du silicium. Mais il y a aussi un aspect test et fiabilité dans l'application qui est fondamental, dans la mesure où faire un chargeur qui va commuter 10 fois plus vite que le chargeur existant, il faut aussi s'assurer de la bonne tenue des composants dans l'applicatif, identifier quelles sont les dérives potentielles pour bien comprendre les composants de l'application. Et c'est là qu'on attend au niveau des partenaires potentiels de la filière aussi des idées, des propositions d'utilisation des composants, donc sur la base de démonstrateurs que l'on fournira, pour aller avoir des expériences aussi autres utilisations et peut-être innover dans des domaines qui pourraient être un peu connexes à l'automobile. Voilà, et donc le troisième lot est lié à l'intégration et au packaging. Donc on va travailler sur des briques d'assemblage spécifiques, miniaturisées. Le point de départ du GAN, c'est des boîtiers existants, des boîtiers de type PQFN, TO, etc.,
clairement, ce que l'on sent, c'est que par la suite, il y aura plusieurs volets. Il y aura la puce GAN fiabilisée, et d'ailleurs tout ce qui est KGD, non-good die, qui va être testé dans le lot 2. Donc ça, c'est point de départ. Après, le mode d'intégration dans le packaging va aussi définir comment la puce GAN doit être réalisée en termes de connexion, en termes de structure. Donc il y a un lien très très important entre la die et le packaging. Et donc là, dans le cas du projet, alors on se propose déjà de regarder tout ce qui est technologie de type embedded, qui ont aussi été évoquées dans la présentation avec Vitesco, et aussi d'élargir à toute autre idée d'intégration des puces GAN qui pourra apporter des avantages au niveau notamment de la dissipation thermique et sur les aspects économiques. Ça, c'est le troisième lot sur lequel on est vraiment très très ouvert à des opportunités de partenariat ou d'exploration d'idées ou de briques technologiques qui permettraient de tirer les meilleurs bénéfices du GAN. Voilà en gros pour le projet G-Mobility 3 axes. Donc le statut, vous voyez, aujourd'hui on a trois partenaires clés qui sont ST, Hexagon, CEA sur les volets technologie, test, premier niveau au niveau packaging, et on a les projets de Renault Vitesco qui sont des projets importants donc en données d'entrée pour le GAN. Mais on est vraiment très ouvert, intéressé, que ce soit au niveau des laboratoires ou au niveau industriel, à toute contribution qui pourrait être pertinente. Et aussi, on est intéressé, et c'est l'idée de ce projet, à amener le GAN dans la filière française. Alors, automobile, hein, c'est vraiment le driver, mais aussi pour qu'on maximise l'impact de l'innovation du GAN en France. Voilà. Donc, pour tous les sujets, questions ou idées qui concernent le GAN, je serai le point de contact. Donc, vous avez ici mon email. Et je vous propose maintenant qu'on a couvert le GAN, de donner la parole à Filippo, qui va vous parler de l'offre SIC ST. Donc c'est quelque chose qui est mûr, qui est prêt aujourd'hui, qui est déjà sur le marché, comme vous le savez, et qui est complémentaire dans la mesure où autour de G-Mobility de ces Wideband Gap, on travaille vraiment main dans la main pour avoir la meilleure roadmap technique, produit, économique, en fonction des besoins applicatifs, bien évidemment. Voilà, donc si Filippo, tu es prêt, je vais te donner la main à partir de maintenant. Oui. Et puis après, on prendra la série de questions. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton introduction. OK. Je partage ma présentation. Alors, vous la voyez? Pas encore. Pas encore. Il faut du temps, hein? Ça prend du temps. Je revérifie. Excusez-moi, ma faute. Ça arrive. Ça arrive, hein? Voilà. Voilà. OK. Parfait. Bonjour à tous. Je remercie mes collègues de ST Microelectronics et Hexagon France, ainsi que M. Martin, de m'avoir donné la possibilité de montrer les activités de notre société concernant le MOSFET en carbure de silicium pour des applications dans le domaine de l'automobile électrique. Nous sommes heureux de contribuer à l'établissement d'une filière française réunissant l'industrie de l'automobile à celle de l'électronique de puissance. Il s'agit d'une initiative très remarquable pour le pays qui aidera l'Europe aussi pour parvenir à une autonomie stratégique dans les années qui viennent. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez passer en plein écran, s'il vous plaît? Oui. Oui, je l'ai fait. Merci beaucoup. C'est mieux? Vous voulez que... Alors, on voit la partie juste slide, pas la partie présentation. Je pense que tu es sur deux différents écrans. Ça marche maintenant? Non? Non, toujours pas. Ah, attendez. Alors, qu'est-ce que Passez en diaporama. C'est tout en haut de l'écran.
Il y a un petit Alors, rectangle avec une flèche dedans. je mets en modalité projection. Oui. OK. En bas, là. C'est mieux? Il ne se passe pas encore. Il ne se passe rien pour l'instant. Je refais le Si- procédé. Excusez-moi, si vous voulez, il y a le petit raccourci qui est en haut de votre écran. Un petit Ah, oui. rectangle avec un triangle dedans, Attendez. tout en haut. Dans le bandeau rouge. Dans le bandeau rouge, oui. OK? Non? Non, alors là, du coup, ça nous cache une partie du slide. Je ne sais pas ce qui se passe. Normalement, ça devrait fonctionner. Dans le bandeau rouge en haut à gauche, Oui. pour lancer le diaporama. À côté du cercle de rafraîchissement. Ah, En haut. Le bandeau rouge en haut. Il doit travailler avec 2 écrans, certainement, c'est pour ça le problème. non. Mais bon, OK. Alors, on le voit quand même, je pense qu'on voit quand même les slides, donc je pense Alors, le plus Par important, contre, c'est des gens me disent qu'ils sont restés coincés sur la présentation de Frédéric Dupont. Essayez peut-être de vous déconnecter et de vous reconnecter, Ah. puisque moi, je suis bien passé sur la présentation suivante. OK. OK. Pas pour Voilà. toi, Philippe, c'est plutôt les gens qui ne sont pas encore vraiment Oui. sur la nouvelle présentation. OK. Je refais la procédure. Je partage de nouveau. Et ça devrait fonctionner. Fonctionner maintenant? Ah, c'est mieux. C'est mieux? Parfait, là. Parfait, excusez-moi, mais ça arrive. Alors, nous sommes heureux de contribuer à l'établissement de la filière française qui puisse réunir l'industrie de l'automobile à celle de l'électronique de puissance. Donc, il s'agit d'une initiative très importante, très remarquable, non pas seulement pour la France, mais pour l'Europe aussi. OK. Et parmi les thèmes traités, nous allons quantifier dans un exemple les avantages du SiC dans un ondulaire de traction. Avant que je partage notre vision du marché SiC et la progression produit, je vous montre un slide publié. Il y a du bruit qui m'empêche. OK. Donc, je vous montre un slide publié récemment par YOL Development, bien connu, qui est très explicite sur l'emplacement des ST parmi les fabricants de produits SiC. Donc, nous sommes aujourd'hui le premier fournisseur de solutions SiC pour l'automobile et pour toute la puissance, donc nous sommes à la 2e place pour l'automobile. OK. Donc, comme vous pouvez voir à gauche, d'après de recherche, donc le marché du SiC atteindra 3,7 milliards de dollars en 2029, la plupart duquel sera consacré aux MOSFET, comme l'on peut voir dans le diagramme à gauche, et aux voitures électriques et hybrides, comme on peut le voir dans le diagramme à droite. Juste comme référence, nous avons montré aussi le marché global de tout le transistor en silicium, soit MOSFET, haute tension, soit IGBT. Donc, vous voyez à 1,2 milliard de dollars pour le SiC, pour le MOSFET en silicium en 2025 et 1,4 milliard de dollars pour les IGBT en excluant bien sûr, le module de puissance. Et nous avons mentionné aussi la croissance composée importante que l'on s'attend. Comme prévu, le driver est à attribuer
aux applications de la voiture électrique, soit en valeur, soit en taux de croissance. Donc, c'est-à-dire que le marché en 2029 sera 6 fois plus important que celui en 2019. Ensuite, le transparent 5 résume les blocs principaux concernés dans le processus d'électrification, c'est-à-dire l'ondulaire pour la traction, le convertisseur continu-continu et les chargeurs embarqués, comme l'a remarqué hier notre collègue Ronnie Bastien de chez Renault. Ce sont des applications donc pour lesquelles ST propose deux solutions en SiC. Dans le prochain slide, nous allons quantifier les avantages et les bénéfices apportés par la technologie SiC vis-à-vis une solution traditionnelle qui utilise des produits en silicium comme l'IGBT pour la fonction d'ondulaire. Voilà. Plus précisément, on a mené une simulation dans une application à 210 kW qui implique de switch à 1200 volts dû au choix d'une tension d'alimentation de bus de 800 volts. Le tableau à droite montre la comparaison entre le MOSFET en SiC et l'IGBT en silicium pour ce qui est la surface du produit, les pertes et la température atteinte. Naturellement, pour l'IGBT, on a été obligé d'utiliser des diodes séparés, alors que le MOSFET, lui, exploite la diode interne. Le résultat le plus remarquable est lié à la surface du puce, 5 fois moins importante pour le MOSFET en SiC. Et donc, je dirais, malgré des conditions thermiques défavorables pour les SiC, toutefois, la température de la solution SiC, excusez-moi, ne se détériore pas, ce qui nous permet de diminuer le facteur de forme, si vous voulez, la dimension du système global jusqu'à 50%. Autrement dit, on peut augmenter l'autonomie de la voiture et minimiser les contraintes de refroidissement. Grâce au développement de premières MOSFET satisfaisant les normes de fiabilité de l'automobile, c'est-à-dire AEC Q101, ST est devenu le fournisseur principal pour le marché EV avec une part de marché importante, très élevée. Donc, on aura à peu près, on sera aux alentours d'une part de marché de 30% en 2025. Le leadership achevé et le projet que nous sommes en train de déclencher et lancer avec nos clients nous ont permis de planifier la capacité de production qui a jusqu'à 7 fois la valeur initiale, c'est-à-dire celle que nous ayons en 2018. Et en outre, l'acquisition de la société suédoise Norstel, spécialisée dans la fabrication de substrats, nous permettra une intégration verticale avantageuse en termes de chaîne de valeur. En ce qui concerne la feuille de route, ou comme on dit la roadmap en anglais, avant la fin de cette année, on introduira la 3e génération du MOS en SiC qui sera plus performante par rapport à la version actuelle, à la 2e génération. Et c'est-à-dire une résistance spécifique plus faible et un comportement de mutation amélioré pour la gamme de tension complète, c'est-à-dire 650 volts, 750 volts et 1200 volts. Ensuite, donc pour soutenir et seconder les performances de la nouvelle technologie, nous avons développé des solutions packaging avancées. Nos efforts ont été consacrés aux boîtiers traditionnels, bien sûr, mais surtout, ils nous ont permis d'élargir la gamme de modules de grosse puissance en passant par de nouveaux concepts comme l'ST-Pack et le SMIT.
Par exemple, pour des applications à haute puissance, nous allons proposer le AcePack Drive que vous voyez en bas. Alors, il faut que je souligne qu'à l'intérieur de ce projet, nos puces seront disponibles pour ceux qui voudront fabriquer des modules de puissance à l'intérieur de la filière. Et on a déjà commencé à travailler là-dessus avec un partenaire. Il ne me reste que signaler très rapidement, avant la conclusion de mon message, l'offre complète des transistors de puissance qui couvre toutes les applications émergentes dans le domaine de l'automobile. Ça va sans dire que la nouvelle usine à 300 mm en voie de fabrication à Agrate, près de Milan, qui produira parmi d'autres des plaquettes d'IGBT de la dernière génération, est en ligne avec notre engagement d'assurer la capacité pour mieux servir nos clients et en même temps assurer notre croissance dans les marchés les plus exigeants et contraignants comme l'automobile. Et nous sommes parvenus aux conclusions. Donc, le MOSFET en technologie SiC est bien sûr l'un des composants de puissance les plus importants pour l'électrification de véhicules. Et nous sommes très convaincus que les partenaires du PFA pourront bénéficier d'une technologie SiC mature qui, avec le GaN, peut assurer un démarrage rapide de la voiture électrique sur large échelle, aussi bien en France qu'en Europe. Et ST va jouer un rôle majeur. Donc, vous voyez ici mon nom, donc mes coordonnées en cas de contact. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Philippe. Je voulais juste rajouter, si on a parlé de GaN et de SiC, je rappelle, c'est parce que le SiC il est déjà disponible. Et donc, si on veut faire des développements pour le côté GaN, au début, on va peut-être pas avoir assez de composants pour fournir des composants pour faire des proof of concept. Donc, on va plutôt probablement commencer avec des éléments SiC pour commencer les développements. Merci à tous. Okay. On va pouvoir passer aux questions maintenant. Donc, il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées. Alors, je remonte dans la liste des questions. Où est-ce que je peux voir les questions? Alors, c'est moi qui vais vous les Ah, donner. d'accord. Comme il y a eu pas mal de conversations, il faut que je remonte au démarrage. Alors, désactivez vos caméras, s'il vous plaît, pour garder de la bande passante. Oui, alors une question sur les capacités de production. Donc, le GaN est attractif pour de multiples secteurs d'application, les télécoms, les data centers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sous-capacité de production dont l'automobile pourrait faire les frais? Frédéric, tu veux répondre? Oui, je vais répondre. Je m'étais en mute. Je pense que quand on regarde le marché du GaN, aujourd'hui, la production est tout juste naissante sur des premières applications de type chargeur consumer. Je dirais les volumes sont très faibles. D'accord. L'automobile, je dirais, appelle vraiment à sécuriser complètement la supply chain. Donc, pour ça, il y a deux choses. Pour faire percer le GaN dans l'automobile, il faut absolument contrôler 100% de la technologie. C'est pour ça que la stratégie qu'on a développée, donc ST aussi avec la 200 d'Hexagan, c'est d'avoir un site, un premier site donc à Tours de manufacturing complètement intégré qui fera l'épitaxie, le GaN, qui fera tout le process en 200 mm
et toute la production donc des composants GaN. Ça, c'est indispensable, notamment pour pouvoir pour garantir une bonne montée en puissance, en volume, et un contrôle complet de la qualité. Il faut voir que le GaN, des petites modifications dans le matériau peuvent avoir des impacts extrêmement importants au niveau du GaN, au niveau du composant, mais aussi dans le comportement applicatif. Donc ça, c'est fondamental. C'est l'aspect contrôle de la technologie, et ça, en France, on a une fab à Tours avec la capacité qui sera développée, je dirais de manière un peu illimitée aujourd'hui, parce que il y a de l'espace et on a un plan assez agressif de montée en capacité. Deuxième chose, et par rapport à l'auto, c'est que on a déjà réussi au niveau d'Hexagan et on réussit aujourd'hui à rendre le GaN compatible avec des plateformes CMOS 200 mm. Donc on sait aujourd'hui processer des plaquettes de GaN dans des fabs 200 mm existantes. Ce qui veut dire qu'on saura par la suite développer plusieurs sites de production GaN. Donc aujourd'hui, historiquement, Hexagan avait travaillé avec X-Fab donc dans le site de Dresde, donc dans lequel on a une technologie qui tourne aujourd'hui et qui produit déjà du GaN dans une fab automobile en 200 mm. Donc on sera assez simplement monté en puissance au niveau de la capacité GaN, parce que l'investissement sera surtout au niveau du matériau. Donc c'est des machines épitaxie à ajouter. Donc ça sera à Tours. Et ensuite, de rechercher la capacité dans des fabs 200 mm existantes. Mais en tout cas, l'automobile, et c'est là que le lien et la filière est extrêmement critique, l'automobile a absolument besoin de sécuriser une supply chain adaptée au GaN. À mesure où toutes les initiatives, on aura certainement des questions sur aussi ce qui se fait aux quatre coins du monde sur le GaN, toutes les filières et les supply chains mises en place ne sauront pas répondre aux besoins de l'automobile. Donc en France, on aura une filière industrielle qui va supporter la capacité nécessaire à l'automobile. Si je peux ajouter une autre remarque, on peut utiliser l'expérience faite déjà pour le SiC, parce que donc nous, quand on a lancé le SiC, les carbures de silicium, on a choisi le marché automobile. C'était un choix très courageux, si je peux dire ça, mais ça nous a permis d'améliorer la technologie, de la faire disponible pour le marché, pour les applications automobiles, et en travaillant avec des clients, ce que nous faisons aujourd'hui nous a permis de planifier la capacité de production d'avance. Donc, je pense qu'on pourra exploiter l'expérience déjà faite avec le MOS et les diodes en carbure de silicium pour planifier la capacité et la production pour le nitrure de gallium aussi, grâce au fab à 8 pouces qu'on est en train de fabriquer en France, à Tours. Merci. Alors, une question sur les sites ST et Hexagan concernés par alors j'imagine que c'est le projet. Donc, vous avez parlé de Tours. Est-ce que Toulouse ou Grenoble sont concernés également? Oui, tout à fait. Tout à fait. La stratégie GaN au niveau des ST en France, c'est Grenoble, c'est Toulouse et c'est Tours. D'accord. Donc clairement le manufacturing à Tours, comme je vous l'ai indiqué. En plus, j'ai de toute l'expertise qui existe aussi déjà sur le site de Tours sur le test sur l'électronique de puissance. Allô? Ça a coupé? Je peur que oui. On n'entend plus rien, oui. Oui, excusez-moi, j'ai une micro-coupure d'Internet. Vous m'entendez? Oui. Je pense que c'est bon. Oui, donc je disais, on a toute l'expertise donc en Occitanie à Toulouse, donc Hexagan avec l'équipe qui pilote les produits, les applications, et d'ailleurs Eric Moreau qui doit être connecté là, avec un gros background automobile, et où on leverage vraiment sur tout l'écosystème toulousain. Donc une partie des développements produits GaN sera fait et piloté depuis Toulouse. Voilà, et sur Grenoble, c'est surtout le volet technologique. Donc travail avec les équipes d'Hexagan, du CEA et aussi différents partenaires.
Et alors, on ne se limite pas à Grenoble, Toulouse, Tours, bien évidemment, parce qu'il y a des compétences en France de manière beaucoup plus large. Et on a aussi déjà des candidats qui ont exprimé leur intérêt. D'accord, merci. Des questions pour des précisions sur les objectifs de développement et le type de partenaire que vous recherchez dans le cadre du projet. D'accord, donc peut-être pour reformuler ce que j'ai présenté et synthétisé tout à l'heure, donc objectif de développement, c'est clairement des produits GaN 650 volts sur différentes variantes de technologie, donc qu'on va qualifier au niveau performance et qualité automobile. D'accord, ça c'est l'objectif, avec toute la filière technologique et de production, mais qui intègre l'application. Au niveau des partenaires qu'on va rechercher, en fait, on en cherche sur les 3 lots. Des partenaires complémentaires sur le lot 1, l'aspect techno. Alors bien évidemment, je dirais le mapping des compétences en France au niveau des labos, des industriels qui travaillent sur le semi-conducteur, je dirais, on le connaît déjà assez bien, mais on n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe et tout ce qui évolue, ou aussi de volonté de certains acteurs se positionner. Donc là, la porte est complètement ouverte. Ça, c'est sur le lot technologie. Sur le lot du test et des démonstrations applicatives, donc là, on va surtout chercher des partenaires pour aller utiliser les premiers démonstrateurs dans les premières applications. Donc pour augmenter l'expérience et la connaissance du composant dans le domaine applicatif et pouvoir partager cela avec nous. Et donc ça, c'est vraiment sur l'utilisation des composants. Et la troisième chose, c'est l'aspect packaging avancé, tout ce qui est embedded packaging, tout ce qui va être lié au design de solutions où on va embarquer une voire plusieurs puces en GaN ou autre, tout ce qui va être lié aussi au test de ces solutions. Là, je dirais, c'est un domaine qui est un petit peu nouveau. Alors certes, il y a déjà des choses il y a des initiatives au niveau mondial, mais c'est un domaine sur lequel on pense qu'il est vraiment très très important en France d'avoir les compétences et aussi d'avoir des solutions, donc sur lesquelles on souhaite investir. Donc c'est les 3 domaines sur lesquels on cherche des partenaires. Ok, par exemple, du côté SIC, nous, on a déjà commencé, comme je le soulignais pendant ma présentation, on a déjà commencé à coopérer avec un partenaire en fournissant le puce pour assembler des modules de grosse puissance. Donc ça, on le fait déjà avec le SiC et donc on le fera aussi avec le GaN. Donc c'est une chose que nous allons poursuivre naturellement. Merci. Pour le SiC et le GaN, les mesures de courant en sortie des phases semblent devoir aller beaucoup plus vite pour maîtriser et protéger les MOSFET. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Oui, je pense, Philippot, les mesures de courant en sortie pour le GaN et le SiC sont beaucoup plus critiques que pour des MOSFET standards. Et je pense que la réponse est oui. Et Eric pourra commenter s'il souhaite, mais l'enjeu de monter en fréquence, c'est qu'on va avoir des fronts de commutation, j'ai en tension courant qui vont être beaucoup plus importants. Donc les DVDT, DLIDT sont critiques. Oui. Et c'est vraiment très très important de bien caractériser justement ces variations et d'arriver à les mesurer au plus près. Et ça, c'est un domaine qui est fondamental pour aussi bien contrôler l'intégration du composant derrière. Ouais. Je dirais, par exemple, pour le SiC, on travaille déjà avec l'IRT. Et donc, c'est pour le projet Secret. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais l'un des buts de ce projet, c'est de mieux caractériser le SiC, le MOSFET en SiC, en utilisant des labos avancés de mesure et d'application en France. Donc, c'est une chose que nous allons faire
naturellement en exploitant les connaissances, le savoir-faire. Il y en a beaucoup, je dirais, en France, avec de labos avancés de caractérisation et de mesure. Alors, une question maintenant sur les dimensions du GAN driver, à défaut les pourcentages par rapport au GAN simple. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, il faudrait que la personne qui l'a posée la précise. Alors, en attendant... Frédéric et Eric Moreau, hein, bonjour à tous. Je vais essayer d'y répondre si j'ai effectivement compris la question. C'est quel est le pourcentage en fait de la partie driver par rapport à la partie gain de puissance? Si j'ai bien compris, on va dire, le sens de la question. Alors, je vais y répondre qu'à moitié. Si on prend l'exemple du silicium, vous pouvez trouver en fait des drivers pour driver des MOSFET simples qui vont être en dessous du millimètre carré, comme vous pouvez aussi avoir des drivers qui vont faire des dizaines de millimètres carrés pour driver soit le même MOSFET ou soit des MOSFET, on va dire un petit peu plus gros. Donc là, c'est la partie, je dirais, un peu buffer. Tout dépend aussi des fonctions qu'on souhaite mettre dans le driver. Alors dans ce cadre-là, on a une famille de produits qu'on appelle J-Drive, où effectivement ce n'est pas qu'un simple driver, puisque à ce moment-là, bénéficier de toute la technologie BCD, hein, qu'on connaît tous, et qui permet non seulement d'apporter l'étage, on va dire, qui permet de commander la grille du transistor GaN, ou éventuellement ça pourrait être aussi un transistor SiC, mais également en fait toutes les circuiteries qui permet à la fois de détecter, de diagnostiquer et de protéger en fait l'élément qui est l'élément finalement qui fait la fonction d'interruption en quelque sorte ou du transistor. Et pour répondre à la question par rapport aussi à la mesure de courant, on a dans un produit, alors certes c'est pas des courants qui vont faire des milliers d'ampères, hein, c'est clair, mais on est capable par exemple de protéger grâce en fait à la mesure de courant dans notre solution J-Drive et de détecter en moins de globalement 10 nanosecondes une augmentation du courant, on va dire extrêmement rapide, pour pouvoir couper en quelque sorte le transistor. Après, effectivement, toutes les questions en fait des puristes pourraient dire mais comment on coupe le transistor, hein, le but n'est pas de reporter le problème sur l'application, mais globalement, on arrive à faire des choses intelligentes aujourd'hui avec les technologies, par exemple BCD, associées en fait aux technologies GaN extrêmement rapides. Merci beaucoup. Alors, la question suivante. Avez-vous déjà une idée des pistes ou de technologies d'assemblage des composants GaN que vous souhaitez investiguer au-delà des technos embedded mentionnés dans le lot 3? Peut-être Eric, tu peux aussi prendre cette question. Oui, je vais prendre alors, donc on va mettre la partie embedded, on va dire PCB ou embedded port PCB comme on l'appelle de côté. J'aurais tendance à dire qu'on peut se baser en fait sur des technologies packaging dit legacy, hein, donc c'est-à-dire tout à fait classique, mais dans laquelle on va enlever en fait toute la partie parasitique, hein, on l'a entendu de Laurent Malassi par exemple, ou même de Philippot, où l'idée ici, bien évidemment, c'est de réduire en fait tout ce qui est inductance. N'oublions pas les capacitances aussi, hein, dès qu'on va commencer à monter en fréquence, c'est aussi gênant. Donc là, l'idée, c'est d'aller effectivement dans des technologies un peu traditionnelles, mais qui, sur la partie un peu interconnexion en quelque sorte, on trouve des innovations et qui permet à la fois, je dirais, d'avoir une solution que l'on peut reporter sur des technologies traditionnelles PCB, je dirais, tout en ayant en même temps, on va dire, toutes les caractéristiques d'un transistor qui est packagé ou d'une puce qui est packagée dans une solution, on va dire, classique et manipulable d'une manière classique. Exactement, exactement. Alors, question suivante. Recherchez-vous pour le SiC et le GaN des partenaires industriels au sens EMS pour le développement et mise au point des process d'assemblage, par exemple sintering? Vas-y. Oui, sur le GaN, clairement, on pense qu'il y a des vraies opportunités au niveau des partenaires EMS d'aller aussi se différencier ou contribuer à développer les bonnes solutions GaN. Donc, la réponse est oui.
Alors, on parle d'assemblage des composants SiC et GaN par frittage sur bus bar pour meilleure dissipation thermique. Qu'en est-il? Le procédé est-il maîtrisé? Pour quel composant, quel boîtier? Alors, je vais essayer d'y répondre. D'une manière générale, lorsqu'on parle en fait de composants grand gap, je pense qu'en fait, il faut simplement dire qu'on a besoin d'un degré d'intégration qui sort un peu de l'ordinaire ou de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, quand on parle d'intégration et d'électronique de puissance, bien évidemment, il faut penser aussi en fait au bus bar. Très souvent, et on l'a entendu, toute la partie aussi des composants passifs, condensateurs par exemple. Donc, on peut imaginer effectivement des degrés d'intégration où on peut même appeler ça mécatronique. Et après, de la manière dont ça va se transformer, ça c'est effectivement selon différentes solutions, mais on peut effectivement intégrer et imaginer d'avoir le bus bar, parce qu'il faut bien à un moment donné pouvoir aussi, je dirais, se connecter à la source de tension, à la batterie, et puis inversement, quand on a un inverteur, il faut aussi se connecter en fait au moteur. Donc l'élément en fait, je dirais, de connexion, l'élément de bus bar, il fait partie intégrante de ce que souvent en fait les Américains appellent le powertrain dans le cadre d'une électronique de puissance. Donc c'est tout cet ensemble qui se doit d'être intégré, qui se doit de minimiser, on va dire, les pertes, donc c'est-à-dire tous les éléments dissipatifs, tout en dissipatif voulant dire effectivement sur la partie, je dirais, effet joule, mais aussi la partie réactif qui, si elle est minimisée, effectivement permet aussi de monter en fréquence, beaucoup plus, et de minimiser la taille, le poids de cette électronique de puissance. Alors, une question maintenant au sujet de la CEM. Donc, pour les convertisseurs embarqués dans l'automobile, les contraintes sont plus sévères. Faut-il intégrer les aspects CEM dès la réalisation des composants wideband gap? Pour toi, Eric, aussi, je crois encore. Oui, alors c'est une excellente question. J'aurais presque tendance à dire que Laurent Malassier en a parlé aussi tout à l'heure dans un des lots. On sait tous en fait que la CEM est aujourd'hui en fait une activité extrêmement importante, on va dire, pour les systèmes embarqués, les systèmes dits critiques. On sait aussi que la CEM en fait peut amener en fait à des problèmes de fiabilité. Donc il est clair déjà, la première réponse c'est oui, il faut prendre en compte les contraintes dès le départ pour n'importe quel système dans un environnement, on va dire, critique. La deuxième, c'est que l'environnement, alors là, d'un point de vue, on va dire un peu électrique, fait partie aussi en quelque sorte du contexte. Ça veut dire que le problème, il ne peut pas se résoudre qu'au niveau, on va dire, de la solution composant, même si on peut apporter des options, des solutions pour pouvoir par la suite avoir, comme on dit, un meilleur tuning en quelque sorte, des impacts d'une commutation rapide sur justement l'élément qui va être en quelque sorte l'élément contraint. Donc par exemple, ce qui est relativement bien connu dans le domaine, je dirais, de l'électronique de puissance en silicium, c'est de pouvoir contrôler justement ces fronts de montée, fronts de descente. Donc ce qui est classique, c'est à travers effectivement un élément résistif, mais on peut imaginer effectivement d'avoir un contrôle à travers justement un driver, on en a parlé tout à l'heure, qui soit intelligent et qui tienne compte effectivement des éléments externes. Alors de là, imaginer quelque chose qui soit complètement automatisé, c'est peut-être relativement délicat. Il faut voir qu'on est sur des commutations de l'ordre de quelques nanosecondes, mais néanmoins, on peut probablement avoir des éléments, des options autour du produit qui autorisent à ce moment-là d'avoir en quelque sorte un tuning de ces contraintes EMC. Alors, où seront réalisés les reference design pour le SiC et le GaN? Alors, là, je vais répondre. Pour le GaN, on a une activité de référence design sur Toulouse aujourd'hui, d'accord, qui est un petit peu historique avec les GaN, donc il y a clairement un point d'ancrage. Après, rien n'est encore arrêté. Je dirais que les choses vont aussi se faire de manière assez collaborative. Des choses qui se font aussi sur Grenoble et à d'autres endroits. Pour le SiC, Filippo, est-ce que tu as... Oui, pour le SiC, on le fera chez nous à Catane.
Donc, parce que c'est là où nous avons toutes les activités d'engineering, d'application, etc. Donc l'axe, on a un axe fort Toulouse-Catagne. Toulouse-Gannes, oui. Catagne-SIC. Exactement. Mais qui n'empêche pas d'autres options aussi en fonction de ce qui est pertinent. Absolument, absolument, parce que n'oublions pas que donc nous produisons les diodes à Catane, mais l'équipe technique se trouve à Tours, en France. Donc il y a quand même une relation entre les deux sites principaux, c'est-à-dire Catane et Tours. Donc on peut trouver d'autres solutions. Peut-être un point allô? Oui, peut-être un point de mon côté. Alors effectivement, on parle de référence design pour les points de départ, mais je pense que à terme, il va falloir qu'on parle tous ensemble en fait de standardisation aussi des éléments constituant justement toutes ces électroniques de puissance en fait dans l'électrification en fait de l'automobile. Tout ceci aussi pour répondre à un point important et je fais encore référence à ce que Laurent Malassi en fait présentait au départ, c'est-à-dire que le but c'est d'avoir des électroniques effectivement extrêmement performantes mais abordables. Et c'est là où souvent la partie standardisation peut apporter, on va dire, une solution à nos clients, dans notre cas en tant que fournisseur de composants. Et du coup, la question après, c'est de définir quel type de composants et sous quelle forme. Voilà, ça c'est la question qu'on sera amené probablement à répondre, on va dire, dans les prochains mois, les prochaines années, à travers, en fait, on va dire, tous ces travaux pour la filière automobile. Alors on arrive maintenant au bout des questions. Il y en a une qui est très pratique et qui est importante. Comment faire pour candidater au projet? Quelles sont les grandes échéances à venir? Est-ce qu'il y a une date limite et sous quelle forme voulez-vous recevoir des propositions? C'est une question. Yoran, est-ce que tu es là peut-être au niveau du cadrage du timing? Oui, c'est un peu difficile à dire parce que pour le moment, il y a cette initiative qui a été lancée en mars, même avant, en février, sans qu'on sache quels sont les moyens de financement. On a eu une première initiative avec la relance dans l'automobile. Ça, c'était finalisé la semaine dernière. On pense qu'il y a d'autres opportunités pour faire des projets. Nous, on va certainement continuer. On a juste un financement pour la première partie de notre projet G-Mobility. Il y a des projets qui n'ont pas été financés, qui sont liés à ça, qui sont importants pour packaging, etc. Et j'ai l'impression que ça peut s'accélérer très vite avec le nouveau gouvernement qui va peut-être bientôt prendre les premières mesures de relance. Et je pense à ce moment-là, il faut être prêt. Je ne peux pas dire à quel moment exactement, mais j'imagine que ça peut se jouer dans les 3 mois qui viennent. Et à ce moment-là, avoir une proposition au plus tard prête quelque part en septembre, ça me semble un bon objectif. Mais toujours, disons, je n'ai aucune idée s'il y a des financements ou pas, mais on va avoir des plans de relance en France. On va peut-être aussi avoir des discussions autour des projets européens dans le cadre des partenariats publics-privés qui sont en train d'être discutés à Bruxelles, avec l'objectif de contractualiser ces différents partenariats au plus tard janvier-février. Après, il y a des appels à propositions qui vont être faits au fur et à mesure, probablement en mars déjà, avec une deadline en juin, juillet l'année prochaine. Donc, vous voyez, il y a tout un processus. Nous, on ne s'arrête pas à faire juste un projet, mais c'est un processus continu dans lequel on veut s'inscrire pour créer tous ensemble cette filière française sur l'électronique de puissance. Donc, il y a au fur et à mesure des appels à propositions, mais le travail ne doit pas s'arrêter là. Donc, si on fait une première proposition tous ensemble en septembre, par exemple, ça veut dire que c'est une étape, et après, on va essayer de faire une autre en décembre, janvier, etc. Voilà.
Après, il y a des En tout projets cas, qui sont financés, il y a des projets qui sont financés, il y a d'autres projets qui sont peut-être pas financés. Si quelque chose est super intéressant, je pense que ça va se faire aussi son financement en direct avec des relations B2B, avec un financement qui va être trouvé ailleurs que par les pouvoirs publics. c'est sûr. Et justement, je dirais en complément, Yoran, que dès que des personnes ont une idée, une proposition de contribution en disant tiens, sur tel lot, on pense pouvoir amener ça, etc., manifestez-vous, envoyez un petit email, si Oui. possible avec soit quelques slides, mais quand même en argumentant un petit peu parce que vous pensez pouvoir apporter, pourquoi c'est important et comment vous voyez votre contribution. Et après qu'on se parle au moins pour se connaître et faire déjà un premier retour de est-ce que c'est quelque chose qu'on voit maintenant, moyen terme, très critique, pas très, pour qu'on puisse partager. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est d'élargir le scope là. Autour de ce projet très, très structurant pour la filière G-Mobility, notre volonté, vraiment, c'est d'associer un maximum, je dirais, de sociétés, de labos compétents qui peuvent contribuer. Alors, il y aura bien sûr une sélection parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, ça n'aura pas de sens, mais élargir un maximum pour enrichir et renforcer l'initiative qu'on a lancée. Et cette phase, ça passe déjà par ce qui existe aujourd'hui. Oui. Une chose qui est importante dans tous ces projets qui sont proposés pour les nôtres, pour les autres, il y a un groupe d'experts qui va analyser les projets et ça va être la même chose chez nous. On va toujours se poser la question, quel est l'état de l'art? Est-ce qu'il y a des gens sur le marché qui font la même chose? Quelle est la chance de percer avec cette solution-là? Est-ce que quelqu'un arrive par exemple avec une solution qui de toute façon est déjà disponible en Allemagne ou en Italie ou quelle est l'unique proposition de vente de UPS, cette USP, cette idée? Quelle est l'innovation? Ça, c'est quand même très important, surtout si c'est un projet R&D, de voir comment est-ce que ça améliore la connaissance technique. Et après, évidemment, il y a la question business case. Ça ne vaut pas la peine d'investir 10 millions d'euros si après on gagne chaque année juste 1 million. Donc, il faut aussi avoir une idée un petit peu sur le business plan de cette solution-là. Oui. Merci Yoren. Donc si je résume, donc on fixe la date limite à début septembre, quelques slides de présentation présentant les solutions et le point de contact. Donc Yoren, c'est toi? Oui, on peut faire ça. Parfait. Très bien. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Merci à nos intervenants pour leur présentation très claire.